Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je salue mes camarades du soir. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Chef des informations au Figaro. Et bonsoir à Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Bonsoir François Hesbourg. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes senior advisor, comme on dit en bon français, pour l'Europe et l'international de l'Institut for Strategic Studies, conseiller spécial pour la Fondation pour la recherche stratégique, et vous publiez Un monde sans l'Amérique chez Odile Jacob. On va y venir dans un instant. D'abord, je voudrais votre avis sur cette escalade au Proche-Orient avec... On a vu les différentes déclarations, mais Ankara qui dit que cette situation peut mener toute la région au chaos, oui ou non? La réponse est courte et oui, puisqu'elle était déjà. Donc elle est déjà dans le chaos. Si le Moyen-Orient connaissait la vie d'un long fleuve tranquille, ça se saurait. Non, mais est-ce qu'Ankara ne veut pas dire que c'est le risque d'aller vers une guerre totale? Je ne sais pas ce qu'elle est la définition d'une guerre totale. Ce que je note, c'est que il y a une escalade militaire absolument évidente. Les Hezbollah tirent des missiles à longue portée. C'est la première fois depuis 2006, depuis la dernière guerre entre Israël et les Hezbollah. Israël a tapé très fort militairement en ce moment, et auparavant, il y avait eu l'affaire des beepers et des talkie-walkie qui n'étaient pas purement anecdotiques, qui a quand même décapité, parfois au sens physique du terme, toute une partie de la direction du Hezbollah. En même temps, ce qui est paradoxal dans cette affaire, et c'est pour ça que je considère que c'est très bien que l'Irak ou l'Égypte demandent la convocation du Conseil de sécurité, c'est que le Conseil de sécurité en 2006, le fait est assez rare pour être noté, s'était mis d'accord sur les termes de ce à quoi pourrait ressembler une paix entre Israël et les Hezbollah. Les Israéliens devaient quitter le sud du Liban, ce qu'ils avaient fait, et les Hezbollah devaient se retirer derrière le fleuve Litani au Liban. Ce qui a été fait ? Non. Et ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est probablement là la prochaine étape de cette affaire, soit à les uns et les autres convaincre les Hezbollah de se retirer de façon raisonnablement gracieuse, soit que les Israéliens entrent effectivement dans cette bande de territoire d'une trentaine de kilomètres au Liban. Donc encore un barreau dans l'escalade. Gilles Boutin. Oui, on a quand même l'impression que le monde arabo-musulman se désintéresse pas mal de ce qui se passe soit à Gaza, soit en Cisjordanie, ou même concernant le Hezbollah. C'est-à-dire qu'il y a les déclarations officielles, mais derrière, on a le sentiment qu'Israël est persuadé de pouvoir agir sans avoir à craindre de véritables réactions autres que des lancements de missiles que Israël a l'air d'être tout à fait en capacité de contrer. Est-ce qu'il y a une sorte de sécurité dans l'action pour Israël? Je ferai une petite différence entre les Hezbollah et les autres, les Palestiniens des territoires et la Hamas. Les Hezbollah, ce ne sont pas des Palestiniens. Les Hezbollah, c'est un outil des services iraniens et un acteur de la vie politique libanaise. Ils ne sont pas du tout engagés dans la tentative de construction d'un État palestinien dont ils n'ont que faire. Le Hezbollah n'est pas exactement l'organisation la plus populaire dans le monde arabe, puisque c'est un groupement chiite dont le partenaire naturel est l'Iran, qui n'est pas, à ma connaissance, un État arabe. Donc, oui, vis-à-vis du Hezbollah, les Israéliens peuvent faire n'importe quoi, d'autant plus qu'une fois n'est pas coutume, le droit international est clairement du côté d'Israël. La résolution 1701 du Conseil de sécurité de 2006 a posé les termes de ce que devrait être la situation au Sud-Liban. Mais pensez-vous sincèrement que la Turquie s'inquiète de ce qui se passe au Liban? Ou est-ce que c'est que de la com? Là, tel que c'est exprimé par la Turquie, c'est de la com. À dire qu'il y a un risque de chaos. Oui, le chaos est déjà là. Le chaos est déjà là. Il est vrai que ça pourrait être pire, ça c'est vrai, mais ça n'engage absolument rien que de dire ça. Ils ne disent pas nous sommes pour les Hezbollah, contre les Hezbollah, pour ceci, Alexandre pour cela. Malafaille.
Il apparaît clair qu'Israël a un plan. Ça a commencé il y a quelques jours avec les beepers et les talkie-walkie. Maintenant, on est sur la phase bombardement ciblé, précis, et ça décapite pas mal. Il y a des buts de guerre qui ont été clairement annoncés. On sait qu'ils veulent reprendre le contrôle de leur territoire, qu'ils veulent arrêter la nuisance du Hezbollah sur cette zone, en particulier dans le nord d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'Israël profite de la période des élections américaines, qui crée un entre-deux forcément plus compliqué pour à la fois le sortant et Kamala Harris, qui est pas forcément à l'aise sur le sujet? Ils en profitent clairement pour, allez, on y va maintenant, ou alors qu'ils anticipent la défaite de Donald Trump et qu'avec Kamala Harris, ils savent que ce sera plus compliqué? S'agissant de Gaza, la réponse est sûrement oui. S'agissant de l'affaire du Hezbollah, je pense que la réponse est plutôt non. Il faut beaucoup de temps pour organiser une opération comme celle des beepers. C'est pas des trucs qui s'improvisent. Il faut des années de préparation. Mais on peut déclencher ou pas? On peut, mais il faut dire aussi que les Israéliens ont leur armée qui est prête, qui est là, qui est mûre pour agir, un consensus à l'intérieur du pays, et effectivement le Hezbollah, qui n'est pas exactement l'organisation la plus populaire dans la région du côté des Arabes en ce moment. François Hesbourg, vous publiez Un monde sans l'Amérique, avec un drapeau américain qui s'efface en couverture chez Odile Jacob. D'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est un livre très juste, d'autant qu'il relate les derniers changements dans la campagne. Désormais, c'est Kamala Harris qui mène le bal et non plus Joe Biden. Donc j'imagine que ce livre a dû être... Il est encore chaud, en fait. Il sort tout juste de l'imprimerie. Et puis, d'abord, pourquoi est-ce que... vous abordez le sujet que personne n'aborde, c'est que l'Amérique, comme vous dites, les États-Unis, cette grande puissance qui nous a toujours protégés, il y a encore des pays en Europe qui sont très atlantistes, je ne vais pas les citer, mais je pense notamment à un pays que je connais bien, qui compte toujours sur l'Amérique. Finalement, cette Amérique, elle va peu à peu, selon vous, s'effacer. Le choix des mots est très important. Dans ce livre, je parle très peu du déclin américain. J'ai pas prononcé ce mot. Non, justement, vous l'avez pas prononcé et vous avez raison, ça montre que vous avez lu le livre. Et je vous en félicite. L'effacement et le déclin, ce n'est pas la même chose. Les États-Unis, du point de vue économique, du point de vue technologique, du point de vue sociétal, sont dans un état qui n'est ni meilleur ni pire, et certains pourraient même dire peut-être un petit peu meilleur qu'elle ne l'était il y a 5 ans. C'est toujours une valeur refuge, les États-Unis. Il suffit de regarder la carrière du dollar pour le constater. Et par ailleurs, des pays qui étaient en plein boom, comme la Chine, sont aujourd'hui dans une situation, j'allais dire, flageolante. Autrement dit, c'est pas le énième livre, comme il y en a eu depuis 100 ans, sur le déclin américain. Par contre, il y a ce processus d'effacement, ce processus de repli sur soi, le déclin, si j'utilise le mot, il se passe dans les têtes. Il est subjectif beaucoup plus. Mais ça joue sur l'élection qui arrive dans 1 mois et demi. Ça joue en plein dans l'élection. Ça a déjà joué dans l'élection précédente, dans laquelle Trump et Biden avaient tous les deux eu le même slogan concernant les engagements extérieurs des États-Unis, qui était: il faut arrêter, je parle anglais un instant, les forever wars, les guerres interminables, parlant de l'Afghanistan, parlant de l'Irak et ainsi de suite. Et en l'occurrence, c'est Trump qui avait signé les accords avec les talibans pour quitter l'Afghanistan, et c'est Biden qui l'a fait. Autrement dit, ce processus, il ne remonte pas à ces derniers mois. Il a démarré il y a déjà quelques années, et on est en plein dedans. Et une des choses que j'évoque dans mon livre, c'est bien le fait que, certes, Kamala Harris et Donald Trump ils ne vont pas conduire la même politique au même rythme. Il y aura surtout une différence de tempo entre les deux. Mais par contre, ce processus de repli, on le constatera aussi bien chez l'un que chez l'autre. Alors, vous dites une chose qui m'a marqué et que je trouve très juste en regardant ne serait-ce que le clip de campagne de Kamala Harris, c'est que elle est très sur les minorités et elle est très très peu sur les Américains blancs. Oui. C'est son déficit dans cette campagne.
Alors que pour l'instant, quand on regarde les sondages, elle est en tête devant Trump. Parce qu'elle a été très bonne au débat. Je ne sais pas qui gagnera les élections. Je suis pas Madame Soleil, ça c'est clair. Mais je constate aujourd'hui que l'écart entre les deux candidats est plus serré qu'il ne l'était à la même époque lors de la présidentielle entre Donald Trump et Hillary Clinton en 2016, puisque là on avait Hillary Clinton, une autre femme, avec une large avance par rapport à Donald Trump dans les sondages, et ainsi de suite, et qui perd à la fin. Vous dites trop marquée à gauche, insuffisamment proche de l'électorat blanc, elle aura du mal à ratisser suffisamment large pour pouvoir l'emporter, d'autant que le choix de son colistier Tim Walz ne la ramène guère vers le centre politique de l'électorat. Absolument. Et elle a, je pense, commis une erreur stratégique tout à fait considérable au tout début de sa campagne, en prenant justement cet homme-là, M. Walz, comme vice-président, plutôt que le vice-président le gouverneur de la Pennsylvanie, personnage beaucoup plus connu, Monsieur Shapiro, mais pour des raisons que j'ignore, bien que la Pennsylvanie soit un des 7 États absolument clés, celui qui perd en Pennsylvanie, il a probablement perdu les élections présidentielles. Donc ça va se jouer au couteau. Ça va être vraiment sur le fil. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas qui va gagner. Elle a ses faiblesses que vous avez citées. Lui, bien entendu, il a d'autres problèmes de l'âge. Là, pour le coup, c'est lui qui devient le Biden de l'affaire. C'est ça, oui. C'est l'arroseur arrosé, d'une certaine manière. Absolument. C'est à force d'avoir glosé sur ce thème, il se trouve rattrapé par son âge. Vous dites qu'il faudra quand même regarder d'une manière très importante le débat entre les deux futurs vice-présidents, J.D. Vance et Tim Walz. Absolument. Ça va se passer au 1er octobre. Tout simplement parce que le problème de l'âge se pose pour Trump. Moi, je ne sais. Il est moins âgé que n'était Biden, mais il est pas tout jeune. C'est un homme avec un tempérament sanguin. Il a déjà fait savoir qu'il ne se représenterait pas en tout état de cause en 2028. Super. Ce qui paraît... super. C'est en mode, essayons l'élection de 24. Voilà, non, mais enfin, c'est une forme de prudence qui... C'est toujours dans la surenchère. Et J.D. Vance est un homme certes controversé, de côté républicain, mais par ailleurs un homme assez original. C'est un auteur, c'est un littéraire. C'est pour ça qu'il a été choisi sans doute. Alexandre Malafaille, vous vouliez interroger François Hesbaut. Est-ce que vous pensez que cette espèce d'effacement de repli que vous constatez, en fait, a quelque part un point d'origine qui coïncide avec les premières grandes erreurs du XXIe siècle, comme par exemple la guerre en Irak, et puis ce mouvement vers ce 2 poids 2 mesures dont l'Occident a souvent été le chantre, et puis finalement qui a créé cette espèce de distorsion par rapport au reste du monde, et qui a fabriqué non pas ce Sud global, qui est un concept un peu flou, mais qui fait cette espèce de rejet de l'Occident, et en particulier des Américains, et qui les amène à avoir cette position un peu pragmatique. Vous avez raison de souligner l'impact de la guerre d'Irak. Il y a rien qui soit plus mauvais pour un gouvernement que de se trouver dans la situation de commencer une guerre qui se retourne contre lui. Ça, et on a rejoué la même séquence dans des conditions moins contestables en ce qui concerne l'origine de la guerre en Afghanistan. Mais dans les deux cas, ça finit très mal et ça n'encourage évidemment pas à se précipiter dans un profil affirmé en matière de politique internationale et de défense. Mais il y a aussi tout simplement des problèmes internes à la société américaine, y compris les problèmes politiques. La polarisation de la société américaine est certainement la plus importante, au moins depuis la guerre du Vietnam et le Watergate, et on peut même remonter, comme le font certains, peut-être à l'excès, mais encore ça reste à voir, par rapport à la période qui a débouché dans les années 1860 sur la guerre civile. Alors je ne suis pas en train de prévoir une guerre civile aux États-Unis, mais cette polarisation, elle mobilise l'intérêt
des uns et des autres. Il est difficile de s'intéresser au sort du monde lorsque vous êtes en train de vous bagarrer entre républicains ultra durs et démocrates ultra woke. François Hesbourg, merci beaucoup d'être passé par Europe 1. Un monde sans l'Amérique, absolument à lire avant ces élections aux éditions Odile Jacob.